Les premiers mots seront donc pour vous remercier évidemment d'être venu, remercier Mousse qui nous accueille ce soir dans ce café, remercier Antoine, sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu, et qui à cette heure prend des libertés sur son temps de travail. Remercier aussi ceux qui, ici, ont participé à l'existence de ce livre et participent encore à le faire vivre. Clément qui tient la table de vente, Michel qui l'a tenu samedi à l'Assemblée représentative de la France Insoumise, et Pierre-Yves qui a assumé d'en être l'un des relecteurs avant qu'il ne devienne livre. Merci d'abord donc, parce qu'évidemment la parution d'un livre est toujours un moment un peu important et émouvant pour celui qui l'a écrit. Surtout quand c'est pas un roman, on se demande pas seulement si c'est bien écrit, mais est-ce que ça sert à quelque chose, puisque c'est un livre politique et qui veut être utile à la bataille qu'on engage et qu'on va engager dans l'année qui vient jusqu'aux élections européennes. Évidemment, cette soirée, elle a d'abord pour but de marquer le coup. Je vous remercie donc de votre présence. Si certains d'entre vous sont abonnés à l'excellent journal L'Heure du Peuple, ils retrouveront dans ce livre quelques formules, quelques angles qui ont été un peu essayés, parfois au gré des éditos, et qui ensuite ont permis de développer le raisonnement, parce qu'il est plus facile de le faire en quelques pages qu'en quelques lignes. Bon, ce livre, il a un titre, Insoumis en Europe aussi. Tout le monde comprend donc au moins, je crois, de quoi il est question dès la couverture. Insoumis parce qu'on l'est tous ici, et ce livre s'inscrit dans la démarche qui est celle de la France insoumise, et en Europe parce que ce livre traite de l'Europe. Mais traiter de l'Europe, c'est aussi traiter d'un quotidien très concret, et il suffit de voir par exemple la question de la SNCF, pour que le train qui circule ou qui ne circule pas sur le quai d'une gare est directement lié à une décision européenne. C'est une contribution argumentaire, intellectuelle. Ceux qui me connaissent ne sont pas surpris de savoir que c'est d'abord dans la production d'argumentaire que j'ai l'habitude d'essayer de contribuer à notre bataille. C'est d'abord une contribution à notre bataille d'opposants. Macron, 1 an, ça suffit. Ça suffit en France et ça suffit en Europe aussi. Parce que quand on regarde ce qu'il a fait depuis son élection, il n'y a vraiment aucune raison de trouver quoi que ce soit de positif dans son action, y compris européenne. Regardez l'accord avec le Canada, l'accord de libre-échange. Il avait promis, comme François Hollande, de faire modifier le texte. C'était ses mots. Si la commission d'experts qu'il nommait rendait un avis défavorable, elle a rendu un avis défavorable en disant que ce traité était un obstacle à la lutte contre le changement climatique, que le climat était le grand absent. Et bien sûr, Macron n'a pas fait modifier le texte. Il a même, jusqu'à présent, refusé que ou le Parlement ou le peuple français se prononce dessus, et en acceptant qu'il s'applique de manière provisoire, sans que jamais la France ne l'ait encore ratifié. Macron, 1 an, ça suffit, encore du Hollande. Regardez le détachement de travailleurs, il nous a présenté qu'il avait obtenu une grande victoire européenne. Et en fait, quand vous regardez, les cotisations sociales continueront d'être payées dans le pays d'origine, le transport routier n'est pas concerné, l'accord ne s'appliquera pas avant 2022 au mieux, et il a obtenu comme grande avancée que dorénavant, on ne pourra plus détacher un travailleur en France pendant plus d'1 an, alors que la durée moyenne actuelle, c'est 43 jours. Mais ce n'est pas seulement ça. Regardez aussi ce que Macron a fait dès les premiers temps de son quinquennat sur les questions écologiques au niveau européen, et vous comprendrez que Make Our Planet Great Again, c'est vraiment de la com, et c'est vraiment de la mauvaise com. Parce que sur les perturbateurs endocriniens, il a lâché dès les premiers mois sur une définition extrêmement floue, qui fait qu'en fait les lobbies et l'industrie chimique vont pouvoir continuer à produire en Europe toutes sortes de substances dangereuses pour la santé, et alors même que le gouvernement précédent de Hollande avait freiné sur cette question, lui et son ministre Nicolas Hulot ont laissé tomber cette bataille dès les premiers temps. De même sur le glyphosate, vous aviez un ministre qui disait qu'il fallait en sortir,
l'autre qui disait qu'il fallait durer 5 ans. Pour finir, l'Europe a décidé de continuer. Et quand on demande à Macron, mais alors en France, vous allez continuer aussi, il dit, bah oui, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On ne va quand même pas prendre une décision unilatérale nationalement. Donc, Macron, 1 an, ça suffit, en Europe aussi. Surtout que la politique que mène Macron en France, c'est directement la politique de l'Union européenne. D'ailleurs, dans la campagne, il avait dit « Bruxelles, c'est nous ». Pas nous, non. La dernière fois qu'on nous a demandé notre avis, on a voté non en majorité. Donc Bruxelles, c'est vous. Oui, ça c'est clair. C'est lui. C'est, en quelque sorte, la troïka qu'on a à la maison. Il n'y a même pas besoin d'envoyer le FMI, la Banque Centrale Européenne et l'Union Européenne, il y a Macron. Donc le Code du travail, les ordonnances, vous prenez ce que la Commission européenne demandait à la France les 3 dernières années et vous avez le contenu de ce qu'il y a dans les ordonnances Macron. Vous prenez la fin des emplois aidés, les coupes dans les dépenses publiques, dans l'hôpital, etc. et vous avez exactement les règles budgétaires européennes. Vous prenez la SNCF et s'il y a à ce point le mot concurrence dans le projet de loi du gouvernement, enfin le projet de loi d'habilitation à prendre des ordonnances, c'est parce que ce projet de loi, sa seule raison d'être, c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle le 4e paquet ferroviaire européen, qui est un ensemble de directives qui rendent obligatoire l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire pour les passagers à partir de 2019 pour les TGV, pour les TER, pour les trains intercités, etc. Et ce paquet ferroviaire, ce n'est pas juste des directives et des règlements. Quand vous allez regarder dans les traités européens, il est écrit noir sur blanc que les entreprises de réseau, que les entreprises de services d'intérêt général sont soumises aux règles de concurrence, que les entreprises publiques ne peuvent bénéficier d'avantages qui seraient contraires aux règles de concurrence. D'où la privatisation de la SNCF qui passerait d'un établissement public à une société anonyme. Tout ça est directement lié, exigé et accepté par Macron à l'Union européenne. Je dis accepté parce qu'on a bien compris que Macron ne changerait rien, mais pas d'abord parce qu'il ne le peut pas, il le pourrait, mais d'abord parce qu'il ne le veut pas. Et c'est bien pratique pour lui de s'inscrire dans ce cadre européen et de dire qu'en gros, si vous êtes pour l'amitié entre les peuples et un internationalisme très abstrait, vous devez accepter toute la marchandise avariée qui est contenue dans les exigences européennes contre les droits sociaux notamment. Il ne le peut pas non plus, parce que sa stratégie est nulle. C'est la même que Hollande, c'est-à-dire que je viens, je discute, et puis comme à la fin ils ne veulent pas qu'on change, le peu que j'ai demandé, on ne fait pas. Exemple, le glyphosate. Il aurait pu dire, l'Union européenne fait ce qu'elle veut, mais nous, France, nous interdirons le glyphosate, le pesticide glyphosate, pour les cultures en France et pour les marchandises qui sont importées en France. Parce que si on l'interdit que pour ce qui est produit en France, évidemment, ça ne suffit pas. Mais ça suppose d'affronter l'Union européenne. Ça suppose ce qu'on pourrait appeler un plan B, c'est-à-dire de dire nous ne respectons pas les règles et nous assumons d'entrer en conflit avec elles. Évidemment, ce n'est pas du tout le projet de Macron. Et alors en plus, sur une exigence environnementale, il ne fallait vraiment pas y compter. Comme Macron ne changera rien, la marche dans laquelle est l'Union européenne va continuer. Et d'ailleurs, on le voit, quand il propose des réformes de la zone euro, c'est pour aller vers encore plus d'austérité, encore plus de contrôle sur les budgets nationaux, encore plus de cette Europe austéritaire, comme on l'a appelée. Et quand je dis la catastrophe, ce n'est pas juste pour faire un effet de manche. Vous avez vu peut-être les résultats en Hongrie dimanche. Quand vous avez Viktor Orban réélu avec 49% des voix et comme premier opposant un parti fasciste, il y a de quoi réfléchir. Quand vous voyez qu'en plus, le principal parti européen, le Parti populaire européen, la droite européenne, le parti d'Angela Merkel, de Laurent Wauquiez, le parti qui était celui d'Édouard Philippe il y a à peine 1 an, félicite Orban, et c'est normal, il est membre de ce parti. Ces gens sont membres du même parti. La dimension autoritaire de l'Union européenne, ce n'est pas un à côté, c'est la destination sur laquelle elle est engagée. Et vous avez la même chose en Autriche, où quand il y a 15 ans, l'extrême droite rentrait au pouvoir, l'Union européenne disait « ça va pas, il faut prendre des sanctions, etc. » Et aujourd'hui, l'extrême droite autrichienne
à 6 ministères dans le gouvernement autrichien, dont la défense, l'intérieur, les affaires étrangères, des ministres qui sont membres d'un parti qui siège dans le même groupe que le Front National au Parlement européen. Et là, pas un commentaire. Non, non, le Premier ministre est de droite, il a 30 ans, c'est un Macron autrichien, c'est très bien, c'est un réformateur. L'extrême droite, dans l'Union européenne actuelle, n'est pas, pour les dirigeants européens, un problème. C'est une solution, c'est une béquille, c'est un point d'appui pour imposer des politiques que les peuples refusent autrement. Bon, quand j'ai sorti le précédent livre, en 2013, il avait un titre qui était assez pessimiste, « Le cauchemar européen ». On avait bien mis comment s'en sortir, mais bon, la dimension négative l'emportait un peu. Et c'est vrai que dans les réunions que je faisais à ce moment-là, c'était pas hyper enthousiasmant. Celui-ci, il est beaucoup plus optimiste. D'abord parce que le mot insoumis a en lui une énergie qui, je crois, incarne bien l'envie qu'on a de bien faire dans notre pays et pour toute l'Europe. Mais surtout parce que l'ambition qui est présentée dans ce livre, notre stratégie, la stratégie d'une sortie des traités avec une stratégie en 2 temps, de plan A pour renégocier, de plan B pour sortir et entraîner ceux qui seraient d'accord pour le faire avec nous, elle est beaucoup plus aboutie que ce qu'elle était en 2013, puisqu'elle n'existait pas encore en tant que telle. Et les autres forces européennes qui contestent l'orientation au moins économique de l'Union européenne, à commencer par Podemos en Espagne ou le Bloco au Portugal, sont elles aussi des forces qui sont nées et qui se sont renforcées dans la période récente. Donc la situation est plus combative, plus optimiste, je pense aussi. Ça peut mal finir, mais il y a aussi une possibilité de s'en sortir par une voie de progrès démocratique, de progrès humain. C'est pour ça aussi que Jean-Luc Mélenchon a eu raison de dire samedi « Heureusement que nous sommes là », au sens de ce que nous incarnons, mais aussi du fait que nous ne l'incarnons pas seulement comme un témoignage, mais comme une ambition majoritaire dans un horizon proche pour les gens. Les gens pensent que nous pouvons y arriver et nous devons y arriver. C'est tout l'enjeu de la bataille qui commencera en 2019, mais qui ne va pas se terminer en 2019. La bataille pour une France insoumise en Europe, la bataille pour une Europe insoumise, elle ne sera pas réglée dans un an, quel que soit le résultat des élections européennes. Plus le résultat des élections européennes percera un point d'appui, évidemment, mieux ce sera. Mais la bataille de 2019 n'est qu'un avant-goût de la grande bataille qui se continue et qui ira au moins jusqu'en 2022 et qui peut-être après 2022 s'incarnera dans d'autres conditions. Quelles sont les tâches qu'on a dans cette période? C'est aussi ça que dit ce livre, présente la stratégie pour une France insoumise et pour les pistes qui pourraient être des pistes de coopération en Europe. Il ne fait pas seulement le bilan critique de Macron et de l'Union européenne. Évidemment, la première bataille, c'est la bataille pour la souveraineté populaire, avec la possibilité de désobéissance, de rupture unilatérale avec les traités, d'affronter ces règles et de ne pas se laisser étouffer, comme a pu l'être la Grèce, par exemple, après 2015 et le coup d'État financier qui a eu raison d'Alexis Tsipras et de Syriza. Évidemment, les élections européennes vont être un moment d'affirmation de cette exigence de souveraineté sur nos vies, sur ce qu'il y a dans nos assiettes, sur nos droits sociaux, sur les services publics, etc. Ce sera évidemment aussi un moment d'expression de l'opposition à Macron et à son alliance avec Merkel. Quand vous avez les Français qui votent pour la première fois depuis l'élection de Macron, ce serait bien la moindre des choses quand même qu'ils en profitent pour glisser ce qu'ils en pensent. Et comme nous sommes, nous, pour le référendum révocatoire à mi-mandat, on sera presque à mi-mandat, je pense que c'est un moment qu'on aurait raison de vouloir utiliser comme cela. Évidemment, c'est aussi une étape du dégagisme, appliquée à une autre échelle, celle de l'Europe. Mais quand vous voyez le président de la Commission européenne qui pendant 20 ans a organisé l'évasion fiscale des multinationales vers le Luxembourg, quand vous voyez que le commissaire européen chargé de cette question, Pierre Moscovici, était le ministre de tutelle de Jérôme Cahuzac,
Quand vous voyez que le président de l'Eurogroupe qui a étranglé la Grèce était le ministre des Finances des Pays-Bas, paradis fiscal. Quand vous voyez que quand il s'est agi d'exiger en Grèce de baisser les retraites, d'augmenter la TVA, là, la Troïka était d'une main de fer, mais quand il s'agit de l'Irlande, personne n'a demandé d'en finir avec les pratiques fiscales très complaisantes de l'Irlande avec les multinationales. Donc, ce côté où là, et quand vous voyez encore que Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, maintenant passé chez Goldman Sachs, dans un sens, alors que beaucoup font le trajet dans l'autre sens, continue des activités de lobbying sur les questions européennes, il y a un moment où dégage doit aussi pouvoir se dire dans toutes les langues d'Europe à l'égard de cette finance qui prétend diriger. Enfin, l'année qui vient, c'est, je vous l'ai dit, une étape qui doit être utile dans la préparation de la suite de notre bataille au niveau national. 2019, ça peut être un avant-goût de la bataille de 2022 et de la prochaine bataille pour le pouvoir en France. Notre stratégie européenne, elle repose aussi et d'abord sur l'importance des nations et des batailles qui se jouent à l'intérieur de celles-ci. D'abord, évidemment, pour expliquer, pour convaincre, pour préciser plan A, plan B, qu'est-ce que nous entendons par là, quelles idées on met sur la table, quels rapports de force, quels alliés, quels sont les points qu'on accepte et ceux qu'on n'accepte pas. Évidemment, pour participer à la construction du rapport de force au niveau national et au niveau européen, je l'ai dit. Et aussi parce que ceux qui nous disent qu'il faudrait agir à traité constant, que ça ne sert à rien d'avoir cette discussion plan A, plan B dans une élection européenne parce que ce n'est pas le mandat du Parlement européen qui pourra y changer quelque chose. Leur rappeler que les députés qui vont être élus l'année prochaine au Parlement européen, députés français au Parlement européen, ne seront pas élus seulement pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, mais pour 5 ans. Le mandat il commence en 2019, il se termine en 2024. En 2024, on peut espérer que Macron ne sera plus là. Et que peut-être qu'il serait bon qu'un gouvernement qui voudrait modifier en profondeur les traités ou en sortir puisse compter sur des députés qui n'ont pas été élus pour agir à traité constant. À un moment, il faut aussi que ceux qui seront élus l'année prochaine soient des points d'appui pour la bataille qu'on a à mener, qui entament le travail de construction de ces alliances européennes dont on aura besoin, de défricher les possibilités, d'apprendre et de mener cette parole librement, loin, disons, des accords qui pourraient être faits, comme l'a dit un parti dans sa résolution sur les élections européennes, dans le respect des désaccords qu'il y a entre les membres qui constitueraient la liste. Non, si on veut avoir une parole forte, une parole claire, une parole convaincante, il faut dire les choses clairement pour aujourd'hui et pour demain. Voilà. Je suis un peu long, mais je vois que certains ont déjà un verre à la main, donc ils ne m'en voudront pas trop. J'ai dit certains. Ce livre, enfin, c'est un outil. Un outil pour militer, un outil pour que les insoumis, les insoumises, y trouvent des arguments. Par exemple, j'essaye de donner des exemples de ce que pourrait être une conférence européenne sur les dettes, une conférence européenne sur les frontières, qui sont des idées qui sont mises dans le débat, dont certaines étaient dans l'avenir en commun, d'autres sont nées dans la campagne présidentielle, et qui méritent mieux que les caricatures auxquelles nos adversaires essayent de les enfermer, dans lesquelles nos adversaires essaient de les enfermer. C'est des idées qui sont indispensables si on veut éviter la paix, si on veut travailler à la désescalade. Par exemple, conférence sur les frontières, quand on dit ça, on dit « Ah, vous voulez reconnaître le fait que la Russie a pris la possession de la Crimée ». Mais aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire des accords en Irlande. Et quand vous voyez la discussion sur le Brexit et la possibilité qu'elle recrée une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande républicaine, au lieu d'aller vers l'unité de l'Irlande dans la République, eh bien, c'est une menace pour la paix de l'Irlande. Et les accords du Vendredi Saint, comme ils sont dit, sont quelque chose de récent et de fragile. C'est la même chose quand on voit la Catalogne. Si demain la Catalogne est indépendante, personne ne pourra dire que ça ne crée pas une question sur les frontières. Quand vous voyez la Hongrie créer un mur pour repousser les migrants, c'est une question qui pourrait être traitée dans une conférence sur les frontières, non ? Au moins autant que la question de la Crimée ou d'autres. Bref, je ne développe pas, c'est dans le livre,
si vous avez l'amabilité de l'acheter, vous pourrez lire sur cette question. Et c'est la même chose sur la conférence sur les dettes, c'est la même chose sur un certain nombre de points que j'essaye comme ça d'illustrer, de donner des exemples. C'est un outil pour militer, il y a un certain nombre de réunions publiques qui sont prévues. Il y en a évidemment dans la Sarthe, ça ne vous surprendra pas. Il y en a à Paris dans le 12e arrondissement, ça ne vous surprendra pas non plus, le 14 juin. Il y en a une à Nantes le 20 avril sur la question justement de l'Union européenne, de la SNCF et du service public. Il y en aura une dans l'Indre, ça ne vous surprendra pas vraiment non plus, vu que j'ai remercié Antoine au début. Et puis peut-être d'autres à Montreuil, à Ivry, à Lille, à Angers, à Rennes ou à Brest, si les insoumis locaux le souhaitent. Voilà, après, pour le reste, peut-être que ce livre aura une vie médiatique, l'avenir nous le dira. Je le dis en présence d'éminents représentants de la presse. Mais on sait tous ici qu'il n'y a pas grand-chose à attendre du parti médiatique et que si ce livre veut vivre, il vivra d'abord par les insoumis, par les insoumises et par ceux qui veulent évidemment l'acheter, mais surtout le lire et donner envie de le lire. C'est en tout cas ce à quoi je vous invite en vous remerciant. Et puis évidemment, la soirée se poursuit autour d'un verre et pour discuter d'une manière plus informelle que celle-ci qui est parfois un peu impressionnante. Merci à vous tous et à très vite.